Donc, ma communication va porter sur les divergences transatlantiques, puisque je vais me situer pour une grande partie dans le cadre de négociations en matière de coopération de lutte antiterroriste entre les États-Unis d'Amérique d'une part et l'Union européenne et ses États membres d'autre part. Toutefois, l'actualité que j'évoquais m'amènera à m'intéresser aussi à ce qui se passe en France. De toute façon, la France est membre de l'Union européenne, comme vous le savez. J'avais prévu initialement de faire du droit comparé, mais la tâche dépassait largement le cadre qui m'est alloué comme temps de parole, puisque, comme cela a été dit, beaucoup d'États ont ou sont en train de changer leur loi sur le renseignement, ou d'adopter une loi sur le renseignement. Parmi ceux que vous n'avez pas évoqués, monsieur le professeur, par exemple, on peut signaler qu'en juin, le Canada s'est doté donc d'une nouvelle loi sur les services de renseignement, et qu'en septembre, la Suisse a fait de même. Alors, pour la Suisse, c'était consécutif notamment à des condamnations devant la Cour des droits de l'homme, européenne des droits de l'homme. Alors, divergence sur l'exploitation des fichiers privés. En effet, la question de la coopération euro-atlantique en matière de lutte contre le terrorisme est très vaste. Ici, je vais me concentrer principalement sur donc, un aspect préventif. Il ne s'agit pas de fichiers de police judiciaire, il ne s'agit pas d'aspect répressif, enfin du moins, ça peut évidemment servir à, mais principalement un aspect qu'on appellerait en France de police administrative. Et la particularité, c'est que ce sont des fichiers qui sont constitués non pas par les autorités de police, non pas par des services de renseignement militaires ou civils, mais qui sont constitués, dans le cadre de leurs activités commerciales tout à fait logiques, par des opérateurs privés. Quels sont ces opérateurs privés? Ils sont trois, essentiellement. Les compagnies aériennes, et je parlerai donc des fameux PNR, ou API également. Alors, j'emploierai l'acronyme français, enfin, je prononcerai plutôt l'acronyme à la française, puisque maintenant c'est rentré dans le vocabulaire. PNR, c'est donc les dossiers de passagers aériens. API, c'est aussi, enfin c'est la partie plus restreinte, c'est uniquement ce qui se passe lorsque la personne embarque dans l'avion, tandis que le PNR est beaucoup plus vaste, ça commence dans l'agence de voyage. Donc ce sont les compagnies aériennes qui élaborent ces dossiers. Je parlerai également des dossiers en matière de messagerie bancaire par une société luxembourgeoise qui s'appelle Swift et qui, donc, là aussi, vous avez eu un accord euro-américain sur la compatibilité entre la protection des données personnelles des clients de Swift et un programme du Trésor américain qui est l'équivalent à peu près de TRACFIN qui vous a été présenté tout à l'heure. Enfin, un troisième point, donc ça ne figure pas dans le glossaire, troisième type d'opérateurs, les opérateurs de télécommunications électroniques et les fournisseurs d'accès à Internet, qui eux aussi ont des fichiers auxquels les services de renseignement, les services de police peuvent accéder. Bien entendu, c'est d'actualité, comme je le disais. Les lois relatives au renseignement sont nombreuses, et particulièrement en France. Et en France, alors, on entend beaucoup parler ces temps du PNR. Le PNR français existe déjà, et je vous en parlerai. Et vous avez en revanche ce qui est encore en discussion, mais qui devrait être adopté d'ici la fin de l'année, un PNR européen. Mais tout d'abord, il convient de faire quelques petits rappels sur les données à caractère personnel ou les données personnelles. C'est-à-dire qu'il s'agit de
ce que jadis on appelait des données nominatives, des données qui permettent l'identification d'une personne et dans ce qu'elle a d'intime ou de ce qu'elle peut légitimement vouloir cacher. Son régime est organisé en Europe principalement par une directive, mais aussi par un texte donc pris dans le cadre de la JAI qui va faire l'objet, comme la directive d'ailleurs, actuellement fait l'objet donc d'une réécriture. Et par ailleurs, vous avez donc un droit à la protection des données personnelles. Alors en France, c'est la loi informatique et liberté, bien sûr, mais c'est reconnu comme un droit fondamental par la charte éponyme de l'Union européenne. C'est reconnu également comme un droit fondamental par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de sa date d'adoption, ainsi que le protocole international sur les droits civils et politiques, évidemment, ne font pas référence aux données personnelles, mais le juge ou les instances d'interprétation en ce qui concerne le protocole de New York, le pacte de New York, pardon, vont jouer sur les termes de vie privée pour étendre la vie privée à la protection des données personnelles. Et, alors, moins connu, la Constitution de l'Union internationale des télécommunications qui pose comme règle le secret des correspondances internationales. Donc, les données personnelles qu'il convient de protéger pour des personnes qui ne sont pas évidemment fichées comme étant des criminels ayant un casier judiciaire, puisque le casier judiciaire, évidemment, est une exception à la protection des données personnelles. Là, il s'agit de personnes qui n'ont jamais été condamnées, jamais eu affaire à la police, donc qui ont droit à ce que les données sensibles, donc ceux qui figurent sur l'écran, soient protégées. Le plan que je vais suivre ou tâcher de suivre, si j'ai le temps de tout traiter, ce sera donc sur les négociations et les accords qui ont été passés non sans mal entre l'Union européenne et les États-Unis, donc sur les PNR et sur le SWIFT TFTP. Et dans une seconde partie, j'examinerai donc la question de l'accès aux fournisseurs d'accès Internet et aux opérateurs de télécommunications par les services de renseignement ou les services de police administrative, encore une fois. Et alors, j'aurai très certainement pas le temps de traiter le grand C du grand 2, mais Julien Casala le fera certainement. Alors, tout d'abord, un peu... Alors, d'histoire immédiate, bien sûr, hein, il n'est pas la prétention d'être historien, et en matière d'électronique, c'est difficile de remonter à des temps très anciens. Mais tout commence, en fait, bien entendu, après le 11 septembre 2001, où les États-Unis, qui sont, en matière notamment de sécurité aérienne, plutôt laxistes, ou disons libéraux, qui se gaussent, avant les attentats contre les tours jumelles, évidemment, de voir dans les pays européens des policiers armés, voire des militaires patrouiller, vont, avec les attentats donc, du 9 septembre, changer leur fusil d'épaule. Vous avez le Patriot Act, vous avez un certain nombre de lois qui vont être adoptées et qui vont donc demander à pouvoir connaître un certain nombre de données, et notamment en matière aérienne. Il s'agit donc d'une loi qui est adoptée dans la foulée du Patriot Act sur donc, la sécurité du transport aérien et qui impose aux compagnies aériennes
qui donc, assurent des liaisons à destination des États-Unis, depuis les États-Unis ou en transit au-dessus de leur territoire, de fournir, ou plus exactement, de permettre l'accès, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, à ces fameux PNR. Le problème que les compagnies aériennes européennes voient immédiatement, c'est la contradiction avec le fait que l'Union européenne affirme que la protection du droit aux données personnelles, le droit, à la protection des données personnelles comme un droit fondamental. Il y a donc, entre les deux rives de l'Atlantique, une vision totalement différente. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais sachez des incidences dans d'autres secteurs. Pour les Américains, voire les Anglo-Saxons d'ailleurs, les données personnelles sont considérées comme des marchandises, tandis qu'en Europe, on a plutôt tendance à considérer que les données personnelles, c'est quelque chose d'attaché à la personne. Il y a évidemment un problème qui se pose, et donc la Commission va entrer en négociation avec l'administration américaine et va donc signer un accord avec les États-Unis où elle semble oublier justement que les textes de l'Union européenne, donc à l'époque la charte, alors, qui il est vrai n'a pas valeur obligatoire à l'époque, pose dans son article 8 la protection des données personnelles comme un droit fondamental. Alors, la Cour de justice et le Parlement européen ne vont pas l'entendre de cette oreille, et vous allez avoir, je passe sur les péripéties, ce sera dans la version écrite, donc un bras de fer entre la Commission d'une part, le Conseil de l'autre, et le Parlement européen ainsi que la Cour. Le premier accord PNR va être invalidé par la Cour de justice, alors plus sur un motif de base légale, ce qui est dans un sens intéressant puisque cet accord ne peut pas rentrer en vigueur, mais inquiétant aussi puisque la Cour dit incidemment, dit que les fichiers privés utilisés ensuite par les autorités publiques n'entrent pas dans le champ de la directive qui donc pose le régime général de protection des données personnelles. Donc, en tout cas, il faut évidemment que la Commission revienne à table de négociation avec les États-Unis. Un deuxième accord est passé, il sera également rejeté, et finalement, on aboutit en 2011 à un troisième accord, alors qui est un peu plus respectueux des données personnelles, un peu plus respectueux de la liberté individuelle. Alors, je passe rapidement. C'est surtout pour vous faire voir le nombre de données qui doivent être fournies ou extraites par les autorités, par les compagnies aériennes aux autorités américaines, voire, puisque c'est techniquement possible, les autorités américaines peuvent se servir directement dans les systèmes informatiques des compagnies aériennes. C'est une sorte de perquisition informatique. Je passe sur... Ça, c'est un peu technique. J'en viens maintenant brièvement à l'accord SWIFT-FTP. Donc, SWIFT, c'est une compagnie de messagerie financière qui traite à peu près 80% des informations financières, par voie électronique, bien entendu. Et afin de lutter contre le financement du terrorisme, l'administration américaine, là aussi, voulait pénétrer les systèmes électroniques de SWIFT, ce qui, là aussi, posait des problèmes. Alors, si ça peut, évidemment, bien sûr, permettre de détecter une ou deux personnes qui se livreraient à des activités illicites, en revanche, l'ensemble des clients de SWIFT sont évidemment fichés. Il en va de même avec les PNR. L'ensemble des passagers aériens du monde entier, enfin du moins ceux qui vont aux États-Unis, sont fichés avec une
une rétention des données pendant 15 ans. Alors en principe, c'est dépersonnalisé, comme on dit, mais ça peut même être conservé un peu plus longtemps, anonymé, mais on ne voit pas l'intérêt de conserver des données si elles sont anonymes. Donc il y a de fortes chances qu'elles puissent être quand même, techniquement, il paraît que c'est possible, je ne suis pas informaticien, qu'elles puissent être repersonnalisées après leur anonymation. Donc cela pose un véritable problème. Le PNR français, en revanche, n'a pas les mêmes travers. La rétention n'est que de 5 ans, et surtout, contrairement à ce qui existe dans l'accord conclu avec les États-Unis, les autorités françaises, du moins si l'on lit les articles pertinents du Code de la sécurité intérieure, ne peuvent pas, puisque ce n'est pas inscrit, communiquer à des États tiers, à des services de renseignement d'États tiers, lesquels ne sont pas forcément très respectueux des droits de l'homme. Je parle des États, hein, pas forcément des services de renseignement en tant que tels. Les informations relatives aux passagers aériens. En France, c'est simplement... Alors, c'est un PNR français, donc c'est simplement pour les vols à partir ou à destination de la France que vous avez un contrôle et donc on ne conserve les informations que pendant 5 ans et seules certaines autorités françaises et au sein des services d'ailleurs, seules certaines personnes individuellement désignées, individuellement habilitées et évidemment sur lesquelles pèse une obligation de confidentialité, qui ne peuvent pas divulguer les informations qu'elles ont obtenues à leurs collègues ou a fortiori à d'autres personnes. Donc seules des personnes dûment habilitées peuvent connaître les informations. Donc là, il y a des garanties qui n'existent pas aux États-Unis. De même qu'aux États-Unis, vous n'avez pas de système qu'on peut trouver en Europe d'une autorité administrative indépendante qui contrôle les fichiers. Il n'y a pas de CNIL américaine. Alors que dans tous les pays de l'Union européenne, et ainsi que dans d'autres bien sûr, vous trouvez l'équivalent de la CNIL. Aux États-Unis, cela n'existe pas. D'où évidemment un problème. La question du PNR européen, c'est une sorte de serpent de mer. Depuis 2007, la Commission essaye de créer un système, puisqu'on dit que c'est efficace. Alors, là aussi, on peut en débattre. Il semblerait, d'après certaines études, que depuis plus d'une dizaine d'années qu'existe le système PNR aux États-Unis, il est permis l'arrestation de 2 terroristes. En ce qui concerne les attentats, la prévention des attentats proprement dit, on peut estimer qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup, sans quoi on en a eu entendu parler. Donc on se demande si le fichage généralisé des passagers aériens ou le fichage généralisé de tel ou tel client de services financiers est véritablement efficace. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt intérêt à mettre de l'argent ailleurs, tout simplement? Il est vrai qu'un bon nombre de technologies qui sont utilisées pour donc la mise en œuvre du système PNR, etc., sont aussi d'origine états-unienne. Certaines mauvaises langues diraient que ceci explique cela. Mais bon, je reviens à la question européenne. Depuis 2007, le projet est débattu et régulièrement les différentes moutures ont été régulièrement rejetées par le Parlement européen. Néanmoins, on s'acheminerait, d'après des résolutions du Parlement européen, à ce que d'ici la fin de l'année, un PNR européen soit adopté, mais évidemment qui serait différent de ce qui existe aux États-Unis, avec un certain nombre de garanties en matière donc justement de contrôle de l'utilisation qui pourrait être faite de ces données PNR,
En matière également de rétention des données, puisque justement vous avez l'arrêt Digital Rights de la Cour de justice de l'Union européenne qui a sanctionné une autre directive qui établissait donc un recueil de données et une conservation des données qui a été estimée beaucoup trop longue et qui aboutissait à un régime de surveillance de masse incompatible avec le respect des droits de la personne. Quelques mots très brefs sur le deuxième aspect, c'est-à-dire la possibilité pour les autorités publiques, toujours à titre préventif, de pénétrer ou d'obtenir, donc généralement les fournisseurs n'ont pas le choix, auprès des fournisseurs d'accès Internet ou des opérateurs de télécommunications électroniques. Ça a été révélé, bien entendu, par ce que vous disiez, monsieur le professeur, l'affaire Snowden. On s'est aperçu, grâce aux révélations d'Edward Snowden, on sait que dans le cadre du programme PRISM, les principaux acteurs d'Internet fournissaient donc à la NSA des informations, plus exactement ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire les données sur les données. Donc il n'y a pas le contenu, mais il y a tout ce qui correspond à l'environnement de ce contenu, c'est-à-dire qui appelle qui, quand, pour combien de temps, etc. D'après un ancien juriste de la NSA, si on a suffisamment de métadonnées, il n'y a pas besoin de contenu pour savoir, pour faire un profilage des personnes. Et d'ailleurs, et un général américain, lors d'une audition au Sénat américain, reconnaîtra que on peut tuer des gens en utilisant les métadonnées par la géolocalisation, notamment des téléphones portables, etc. Donc on envoie les informations à un drone et l'opérateur du drone fait feu lorsque la personne entre dans le collimateur. Donc vous avez l'exploitation là aussi de dossiers qui sont constitués par les sociétés commerciales privées de l'Internet, qui étaient pratiqués par la NSA. Je dis « étaient » puisque les choses ont dernièrement changé avec le USA Freedom Act, qui restreint fortement la capacité à titre préventif de la NSA à tout collecter. Alors, dans la première communication, vous avez parlé de la volonté d'omniscience de la police. Il convient de signaler que la Cour suprême des États-Unis a eu l'occasion de dire que l'omniscience de la police était la base des dictatures. Vous avez eu un mouvement dans la société américaine de retour de balancier, en quelque sorte, illustré au point de vue législatif avec donc, ce USA Freedom Act du mois de juin, qui restreint les pouvoirs de la NSA. Alors, à la même époque, la France, elle, en revanche, je passe la citation, la France s'est dotée donc d'une loi relative au renseignement dont on a déjà parlé. Alors, un premier pas avait été fait en 2013 avec la loi de programmation militaire et portant certaines dispositions relatives à la sécurité nationale. C'est au titre de certaines dispositions relatives à la sécurité nationale qu'on avait commencé à mettre en place un système d'interception des communications, enfin un système légal, puisqu'avant c'était dans une zone grise, enfin pour pas dire c'était totalement illégal. Et donc le Code de la sécurité intérieure vient donc maintenant permettre, alors là aussi, attention,
aux 6 services spécialisés en matière de renseignement, alors même si la loi permet éventuellement d'ajouter d'autres services. Mais à l'intérieur de ces services, à certains officiers qui seront individuellement habilités et qui, c'est pas l'ensemble des fonctionnaires de la DGSE par exemple, qui auront à connaître des communications, enfin des métadonnées qui seront interceptées chez les opérateurs de télécommunications ou les fournisseurs d'accès à Internet. Mais on a la possibilité désormais, donc, enfin les services ont la possibilité désormais, donc, de pouvoir placer, demander la communication de fichiers, ou non, fichiers de métadonnées concernant alors, un individu précis. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une surveillance généralisée telle que le faisait la NSA, mais on a un cadre beaucoup plus contraignant que ce que permettait le Patriot Act et que ce que vient de restreindre le USA Freedom Act. Mais cela permet quand même de collecter un certain nombre de renseignements sur des personnes donc, qui... encore une fois, on est dans le préventif, ne font pas l'objet d'instructions judiciaires, mais que l'on soupçonne fortement de vouloir commettre des attentats, entre autres. Je dis entre autres, puisque la loi relative au renseignement n'est pas une loi antiterroriste, on n'est pas qu'une loi antiterroriste. Vous avez beaucoup d'autres cas qui légitiment les interceptions, la communication des métadonnées. Certaines qui ont été d'ailleurs très contestées, telles que la notion assez vague de violence collective. Susceptible de troubler la paix publique, ça peut conduire à une criminalisation des mouvements sociaux. Conclu. Une autre disposition donc, oblige les opérateurs à avoir donc, des boîtes noires sur leur système informatique, qui permettent donc de capter, grâce à des algorithmes, un certain nombre de données. La France n'est pas le seul pays à recourir à cette méthode, du moins explicitement dans la loi. La loi russe le permettait également. Donc la France est le deuxième pays à se doter de cette disposition. On voit que, bizarrement, on a ici une divergence transatlantique, mais qui semble aller dans l'autre sens, puisque l'on va utiliser ce que la NSA a... évidemment, avec moins d'intrusion, mais on tend à s'inspirer de la NSA, alors même que, par exemple, l'amas de données collectées par la NSA n'a pas pu empêcher les attentats de Boston, par exemple. Et évidemment, se pose une question qui est pourquoi ramasser tant de données qui ne sont pas nécessairement exploitables compte tenu de leur nombre, et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux recourir plutôt à ce que dans le jargon on appelle le ROHUM, c'est-à-dire le renseignement d'origine humaine, qui plus certainement permet de détecter des comportements ou des groupes terroristes plutôt que simplement faire confiance aveugle à des algorithmes qui, de l'aveu même de l'Institut national de la recherche en informatique et automatique, vont créer de ce qu'on appelle des faux positifs et donc sont très largement source d'erreurs. C'est évidemment la question que je laisse ouverte. Bien. Alors ça montre les mouvements un peu de balancier selon les époques et selon les pays. Par exemple, un arrêt l'année dernière de la Cour suprême américaine qui mettait en cause l'État californien a estimé inconstitutionnel le fait qu'un policier, lors de l'arrestation, disons, administrative d'une personne, prenne connaissance du contenu du téléphone mobile. Et à l'occasion, il avait découvert que cette personne avait participé à une infraction, et donc on avait poursuivi
sur la base des renseignements qui étaient notamment des images qui étaient dans le téléphone mobile, et la Cour suprême américaine, avec surprise, a estimé que c'était une pratique inconstitutionnelle. Donc ça vous montre aussi le côté assez imprévisible de l'encadrement juridique dans ces différents secteurs. Mais on a usé et beaucoup abusé de votre patience, et donc je vous propose maintenant de faire une pause d'un bon quart d'heure.